Avec les années, Jean-Paul apprit à apprivoiser ce qui lui restait de cette histoire. Un parfum de nostalgie, une lumière douce qui persistait au fond des souvenirs, une certitude tranquille que certains amours ne disparaissent jamais vraiment. Il ne cherchait plus à comprendre ni à justifier. Il regardait simplement le passé comme on regarde un horizon lointain, avec tendresse et sans regret. À 81 ans, l'homme que l'on connaissait pour son audace et son sourire éclatant avançait désormais avec une sérénité nouvelle, presque fragile. Chaque matin, il passait quelques minutes devant ses objets préférés, ses fragments de vie accumulés au fil des décennies, des photos, des carnets, des lettres jamais envoyées. Parmi eux, la photo d'Anna occupait une place singulière. Il ne la cachait plus. Il la laissait vivre là, près d'une fenêtre où la lumière tombait juste assez pour en révéler les contours. Ce n'était plus un secret, ce n'était plus une douleur, c'était une présence. Il arrivait parfois qu'il s'assoie dans le calme du soir, laissant la ville s'éteindre lentement derrière les vitres. Le bruit du monde ne l'atteignait plus vraiment. La gloire, les tournages, les acclamations, tout cela lui semblait lointain, presque appartenant à un autre homme. Ce qu'il restait, ce qu'il chérissait désormais, c'était cette vérité simple. Il avait aimé, profondément, même si la vie ne lui avait pas permis d'aller au bout de cette histoire. Il comprit alors que le temps n'efface pas tout. Il adoucit, il transforme, il guérit parfois, mais il préserve aussi ce qui mérite d'être préservé. Et cet amour-là, qu'il avait porté en silence pendant tant d'années, n'avait jamais cessé d'être vivant. Il n'en parlait pas souvent. Il n'avait pas besoin de grands mots. Son cœur, lui, savait. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune. Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions? La lumière du soir glissa une dernière fois sur la photo posée devant lui. L'air se fit plus doux, presque immobile. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore. Elle se souvenait encore de l'odeur des couloirs de son lycée à Paris, un mélange de craie, de livres anciens et d'un rêve encore trop grand pour ses jeunes épaules. Avant d'être l'icône que le monde admire, Juliette Binoche n'était qu'une adolescente timide, le regard toujours un peu ailleurs, comme si elle cherchait déjà un ailleurs plus vaste que les murs de la ville. Dans ces années fragiles, elle découvrit ses premiers frémissements de passion, non pas pour le cinéma d'abord, mais pour un garçon aux mains tachées d'encre, qui écrivait des poèmes qu'il n'osait jamais lire à voix haute. Il s'appelait Étienne. Il avait l'âge des premiers vertiges, des phrases inachevées, des promesses qui ressemblent à des serments. Avec lui, Juliette apprit à écouter le monde autrement. Les bruits de pas sur les pavés, les murmures du soir sur les toits, le silence après une phrase qui aurait pu tout changer. Leur affection naissait dans les détails. Un sourire timide échangé dans une cour ensoleillée, la chaleur d'un livre qu'il se passait discrètement, une lettre qu'elle garda dans la poche intérieure de son manteau pendant des semaines. C'était un amour trop jeune pour durer, mais suffisamment profond pour marquer la peau. Étienne rêvait de voyages lointains, de paysages qu'il voulait peindre, tandis qu'elle commençait déjà à sentir l'appel de la Seine, cette étrange nécessité de se perdre pour mieux se retrouver. Ils étaient deux trajectoires belles, mais inconciliables, destinées à se croiser puis s'éloigner. Un soir d'automne, sous les arbres du jardin du Luxembourg, il lui avoua qu'il partirait étudier à l'étranger. Les feuilles tombaient lentement autour d'eux, comme si le monde cherchait à leur offrir la douceur qu'ils ne parvenaient pas à se donner. Elle resta silencieuse longtemps, trop longtemps peut-être, parce que ce silence-là devint sa première blessure. Étienne s'éloigna, son pas était hésitant, mais Juliette ne le retint pas. Elle garda seulement dans la main le ticket de bus qu'il lui avait glissé avant de partir. Un objet fragile, presque ridicule, qui allait pourtant devenir le premier talisman de sa vie sentimentale. Un témoin de ce qu'elle n'avait pas su retenir. Ce jour-là, elle comprit qu'aimer signifiait parfois laisser partir, et qu'il existe des absences qui ne disparaissent jamais vraiment. Même des années plus tard, au cœur du succès, elle repensait parfois à ce ticket de bus, oublié entre deux pages d'un carnet, comme une note musicale suspendue. Le premier amour lui avait appris la douceur, mais aussi la perte. Et cette perte silencieuse
devint le fondement invisible de toutes les passions à venir. Ce soir-là, elle ne savait pas encore que le silence deviendrait son refuge. Les premières années furent un vertige. À peine sortie du conservatoire, Juliette Binoche entra dans ce monde que tant de jeunes artistes rêvaient de toucher du bout des doigts. Un plateau, une caméra, une lumière qui cherche le visage avant même que les mots n'arrivent. Elle apprit vite que la gloire ne s'ouvre jamais d'un seul coup. Elle se fissure, elle hésite, elle teste la résistance de ceux qui la poursuivent. Juliette travaillait avec une ferveur presque douloureuse. Chaque rôle était un tremblement, un nouvel exil intérieur. Elle passait des heures dans les loges mal éclairées à répéter des phrases qu'elle savait déjà par cœur, comme si la répétition allait lui permettre d'apprivoiser une partie d'elle-même qu'elle craignait encore. Les metteurs en scène voyaient en elle cette intensité rare, cette capacité de disparaître derrière un souffle ou un regard. Très vite, les journaux commencèrent à parler d'elle comme d'une comète, d'une silhouette capable de briser le silence d'un plan par la seule présence de ses yeux. Mais à mesure que son nom montait, quelque chose en elle descendait. Elle se surprenait souvent à rentrer tard dans des chambres d'hôtel impersonnelles, où la lumière des villes étranglait la nuit sans jamais la réchauffer. Les applaudissements étaient plus forts que jamais, mais l'écho se perdait dès que la porte de la loge se refermait derrière elle. La célébrité lui offrait tout sauf l'essentiel, quelqu'un qui l'attendait réellement. Le contraste devenait sa seule certitude, la lumière des scènes contre l'ombre de ses soirs. On la photographiait, on l'interrogeait, on la sollicitait. Mais personne ne lui demandait comment elle allait réellement. Les plateaux devenaient des paysages où elle apprenait à jouer avec la distance. Distance entre elle et les autres, distance entre elle et elle-même. Dans ces instants suspendus après un tournage, elle ressentait parfois la même sensation qu'au Jardin du Luxembourg, des années plus tôt, celle d'être en train de perdre quelque chose qu'elle n'avait même pas encore trouvé. Au milieu de cette ascension, un homme traversa son chemin. Pas encore celui qui briserait son cœur, mais un compagnon d'itinéraire, un double silencieux, comme elle aimait l'appeler. Il comprenait ses hésitations, ses élans, ses contradictions. Pendant un moment, elle pensa qu'il pourrait devenir son havre. Mais la gloire crée des mirages, et leur complicité ne survécut pas aux exigences du métier. Lorsqu'il partit travailler à l'autre bout du monde, elle ne tenta pas de le retenir. Les adieux devinrent pour elle un rituel qu'elle connaissait trop bien. À la première de l'un de ses films, sous un tonnerre d'applaudissements, elle sentit pourtant une fissure plus profonde. Elle souriait pour les photographes, elle posait pour les magazines, mais quelque chose en elle murmurait, et dans le bruit de la gloire, elle commença à ne plus s'entendre. Cette phrase allait marquer la suite de sa vie sentimentale, comme un souffle qu'on n'arrive plus à suivre. C'était au tournant des années 90, dans un studio parisien où la lumière semblait toujours hésiter entre le bleu et l'or. Juliette, déjà reconnue mais encore farouche dans ses silences, s'apprêtait à tourner un film qui marquerait sa carrière. Ce jour-là, alors qu'elle attendait derrière un rideau mal fermé, elle vit un homme entrer. Un homme dont la présence semblait défaire l'air autour de lui, comme si chaque pas qu'il faisait changeait subtilement le rythme du monde. Il s'appelait Adrian, un réalisateur à la sensibilité élégante, au regard si intense qu'on avait l'impression qu'il capturait des vérités qu'on n'avait jamais osé prononcer. Il parlait doucement, avec une précision presque musicale. Lorsqu'il s'approcha d'elle pour lui expliquer la scène à venir, quelque chose se passa, un frémissement, un trouble, un léger déplacement du cœur. Elle se rappela plus tard que ce moment ne dura qu'une poignée de secondes. Mais il fut suffisant pour ouvrir un chapitre qui hanterait sa vie entière. Le tournage devint un sanctuaire fragile, où leur présence se cherchait, se frôlait, puis se fuyait. Ils ne se touchaient presque jamais. Pourtant, chaque mot échangé vibrait comme un aveu retenu. Un repas improvisé après une longue nuit de prise, une marche silencieuse jusqu'au pont des Arts, un café tiède partagé dans un bar encore endormi. Tout semblait appartenir à une temporalité secrète, celle où les émotions vont plus vite que les décisions. Un soir, sur un plateau désert, elle le regarda replacer une lampe, ajuster un décor, corriger un détail que personne d'autre n'aurait remarqué. Il leva les yeux et la vit le regarder.
Pendant une seconde longue comme une vie, ils ne furent que deux âmes suspendues, sans rôle, sans titre, sans promesse. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde autour semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Et pourtant, chaque battement rapprochait aussi leur fin. Car Adrian n'était pas un homme libre. Derrière sa douceur se cachait une vérité trop lourde pour l'époque. Une compagne, deux enfants, une maison pleine de dessins d'école et de souvenirs domestiques. Lorsque Juliette l'apprit, elle ne s'éloigna pas immédiatement. Elle resta dans cette zone floue où la raison lutte contre l'éblouissement. Elle savait que cet amour n'aurait pas d'avenir, mais elle ne parvenait pas à y renoncer. Il lui apportait une forme de compréhension intime qu'elle n'avait jamais connue. Leur histoire devint une danse dangereuse, belle, brûlante, mais toujours sur le fil. Elle riait avec lui comme elle n'avait jamais ri auparavant. Il la regardait comme si elle était le seul mystère que le monde méritait encore. Ils partageaient des nuits de travail où les émotions débordaient de l'écran et se mêlaient à leur propre vie. Parfois, ils se retrouvaient seuls dans un coin du studio, à parler de tout et de rien, mais surtout de ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Et puis un jour, tout bascula. La presse découvrit quelque chose, pas leur relation, mais un détail suffisant pour attirer l'attention sur Adrian et son entourage. Il comprit alors que tout pouvait s'écrouler. Sa famille, sa carrière, sa réputation. Il prit la décision que Juliette redoutait sans oser la nommer. Il s'éloigna, sans explication claire, sans scène, sans drame. Simplement un message, une phrase courte. « Je dois protéger ce qui peut encore l'être ». Elle resta longtemps dans cette pièce où ils s'étaient souvent retrouvés, cherchant une trace laissée par lui. Une ombre, une odeur, un silence. Rien ne restait, sinon son absence. Et cette absence, lourde et brillante, devint la marque indélébile de leur histoire. Leur amour n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Les années passèrent comme des saisons trop rapides, laissant derrière elles une traînée de rôles, de trophées, de voyages, de visages croisés puis perdus. Juliette Binoche continuait de briller, de vibrer, d'incarner des femmes brisées, sauvées, renaissantes, des femmes qui lui ressemblaient sans jamais la copier. Mais au cœur de toutes ces métamorphoses, il restait cet espace secret que personne n'avait encore deviné. Un espace où Adrian demeurait vivant, immobile, presque sacré. Elle avait tenté de l'oublier. Elle avait aimé, fui, recommencé, espéré. Elle avait partagé des moments de tendresse avec d'autres hommes. Elle avait cherché à inventer une nouvelle histoire qui recouvrirait l'ancienne. Mais rien n'effaçait le battement silencieux de cette page inachevée. Adrian n'était jamais revenu, mais il n'était jamais parti non plus. Il vivait dans un souffle, dans un souvenir, dans une réplique qu'elle prononçait parfois en tournage, sans en comprendre l'origine. Des années plus tard, lors d'une interview que personne n'attendait, quelque chose en elle céda. Peut-être la fatigue, peut-être la lucidité, peut-être simplement le poids du temps qui rend le silence trop lourd à porter. Le journaliste lui posa une question simple, presque banale. « Avez-vous déjà aimé d'une manière que vous n'avez jamais pu oublier ?» Elle resta immobile. Son regard se fixa quelque part au-delà des caméras, comme si elle cherchait une silhouette derrière la lumière. Puis, d'une voix posée, elle répondit « Oui, une fois, et je crois que je l'aimerai encore jusqu'à la fin. » La pièce sembla se figer. Le journaliste n'osa rien dire durant quelques secondes. Elle poursuivit lentement, avec la précision de quelqu'un qui marche sur un fil invisible. « Il y a eu un homme qui m'a donné plus que je n'étais prête à recevoir, et qui m'a pris plus que je ne pouvais supporter. » Les mots coulaient comme une confession qui avait attendu plusieurs décennies pour trouver une ouverture. Elle ne prononça pas son nom. Elle savait qu'elle n'en avait pas besoin. Le souvenir d'Adrian existait indépendamment de l'identité publique, indépendamment des dates, des titres, des films. Elle parla d'une histoire qui n'avait jamais eu de commencement officiel, ni de fin réelle. D'un amour suspendu, préservé par son absence même. D'un homme qui l'avait regardée comme si elle portait en elle toutes les vérités du monde, et qu'elle avait laissé partir parce qu'elle n'avait pas eu le droit de le garder. En évoquant ses souvenirs,
Une larme glissa sur sa joue, mais elle ne l'essuya pas. Elle la laissa vivre comme un dernier hommage. On croit toujours qu'on a le temps de réparer. Mais certaines histoires ne demandent pas d'être réparées. Elles demandent seulement d'être reconnues. Ce jour-là, elle révéla enfin que cet homme, cet amour interdit, fragile, victorieux et destructeur, fut le seul qu'elle n'ait jamais vraiment quitté. Elle avoua qu'elle avait porté sa trace dans chacun de ses personnages, dans chaque silence prolongé, chaque regard chargé, chaque hésitation qui semblait trop vraie pour n'être qu'un jeu. Elle conclut l'entretien par une phrase que le monde n'oubliera jamais. « Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et je crois que lui non plus, même si la vie ne nous a pas permis davantage. » Lorsque les caméras s'éteignirent, elle resta quelques instants seule devant une photo posée sur son téléphone. Un portrait qu'elle gardait pour elle depuis près de 30 ans. L'image était floue, à peine lisible, mais elle suffisait. Elle n'avait pas besoin de plus pour savoir qu'il avait été, qu'il resterait l'amour de sa vie. Et dans le silence revenu, elle comprit que cette confession tardive était peut-être la seule façon de lui dire adieu, ou peut-être enfin de lui dire merci. Les années ont finalement posé sur Juliette Binoche un voile de sérénité que la jeunesse ne lui avait jamais offert. Aujourd'hui, lorsqu'elle traverse un plateau ou qu'elle s'assied près d'une fenêtre ouverte, elle ne cherche plus à fuir les souvenirs. Elle les accueille. Ils ne brûlent plus. Ils éclairent doucement. Le temps, avec sa patience presque maternelle, a transformé ce qui était blessure en un paysage intérieur où elle peut marcher sans trembler. Elle repense parfois aux soirs de tournage, aux rues parisiennes encore humides après la pluie, aux regards échangés dans les couloirs de studios déserts. Elle sait désormais qu'aucun amour véritable ne disparaît. Il change de forme, d'espace, de poids. Il devient une présence silencieuse que l'on porte comme une étoffe invisible posée sur les épaules. Ce n'est pas la nostalgie qui la hante, mais la douceur d'avoir connu un amour si grand qu'il a survécu à l'absence, aux années, aux choix qu'ils n'ont pas faits. Elle ne regrette plus, elle ne cherche plus à comprendre. Elle contemple simplement ce qu'elle a vécu, comme on contemple une mer immense que l'on ne peut ni posséder ni oublier. Parfois, dans la lumière dorée d'un après-midi, elle ouvre un tiroir où repose une vieille lettre jamais envoyée. Les mots, écrits à l'encre délavée, lui rappellent ce qu'elle n'a jamais dit, ce qu'elle a gardé seulement pour elle. Elle sourit doucement, sans amertume, parce qu'elle sait maintenant que certaines vérités n'ont pas besoin d'être prononcées pour exister. Le temps lui a offert une leçon qu'elle n'aurait jamais pu apprendre autrement. Ce n'est pas l'amour qui nous fait souffrir, mais le silence que nous lui imposons. Et pourtant, parfois, ce même silence devient notre refuge, notre dernière confession. Et elle se demande, dans les instants où la nuit tombe un peu trop vite, et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune? Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions? La caméra s'éteint lentement, comme une respiration qui s'apaise. La pièce retrouve son calme. Sur la table, la vieille photographie d'Adriane repose encore, immobile, témoin d'une histoire que ni le temps ni l'oubli n'ont réussi à effacer. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore.